Cet épisode 9 parvient à donner l'impression d'être à la fois un simple épisode de mi-saison, le début d'une ère nouvelle et la fin de tout. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Henry continue de visiter le monde imaginaire. Cette fois, son double imaginaire est capable de s'asseoir et de manger un hamburger frites, tandis que la version imaginaire de Victor le presse de couper son encre à Fromville. Mais même dans le confort d'un monde qui lui paraît tellement plus agréable et qui lui offre des choses comme une famille vivante, Henry ne peut se résoudre à faire du mal à aucune version de Victor. Il est tellement agité lorsque le Victor de la vision l'interroge sur l'encre, bafouillant des pensées confuses avant de finalement lâcher un « je ne peux pas », ferme tout en tendant les mains en signe de défense. Mais le Victor de la vision est trop calme, trop heureux, trop indifférent au sentiment de déchirement de son père. En gros, il ne comprend pas, même lorsque Henry lui explique avec les mots les plus clairs et les plus émouvants possibles que c'est Victor son point d'ancrage. Robert Joy est toujours aussi magistral de ce premier parce que, poignant et désemparé, jusqu'à ses derniers mots et tout le reste. Le combat de Henry est incessant, et même lorsqu'il semble envisager de se débarrasser de la version factice de son fils, il ne peut tout simplement pas le supporter. C'est comme si tout en lui se brisait à cette seule pensée. Notamment lorsqu'une main rassurante de Victor lui serre le bras. Henry se recroqueville et tente de la retirer. Il échoue et finit par abandonner, mais il essaie d'abord. Ainsi, une partie de l'esprit de Henry tente de se protéger et de protéger le vrai Victor. Voir ce Victor qui n'est pas le nôtre dans les visions est un choc, tout comme être replongé dans l'univers de From et entendre notre Victor appeler son père. Le voir plonger dans une tristesse infinie alors qu'une autre version de lui était si anormalement lumineuse et pleine de vie m'a profondément bouleversé. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il souffre à nouveau, repoussé par Henry. N'a-t-il pas déjà assez souffert ? Être seul dans cet endroit, enfant, après la mort de tous, n'était-ce pas suffisant ? Franchement, pourquoi cet endroit s'acharne-t-il sur Victor ? Précisément, à ce stade, c'est peut-être la plus grande question sans réponse de From. Est-ce que c'est une question de regret ou de toute autre chose ? Scott McCord fait preuve d'une palette d'émotions incroyable dans l'épisode. Cette autre version de Victor est d'un réalisme troublant et pourtant, paradoxalement, juste. Quant à notre Victor, celui que nous connaissons depuis 4 saisons, il continue de s'enfoncer dans des souffrances toujours plus profondes. Quand Victor est sur cette colline à parler à sa mère, le parallèle avec la visite de Henry quelques heures plus tôt est déchirant. Et, sans surprise, McCord est tout aussi remarquable ici que Joy l'était avant lui. Chaque réplique est prononcée avec une douleur brute et profonde. Et chaque fois que McCord marque une pause, ferme les yeux ou les ouvre pour laisser son regard vagabonder, c'est comme un coup de poignard en plein cœur. Il y a une sorte de respect, une lueur d'espoir dans la phrase « Tabitha dit qu'on va rentrer à la maison ». Puis, Victor retrouve rapidement toute sa détresse et son inquiétude pour son père. Et s'il ne s'en sort pas, jusque-là, demande Victor au vide laissé par sa mère. Et ensuite, il nous rappelle sa longue solitude et son incapacité à nouer des liens avec les autres. Je ne sais pas quoi dire à quelqu'un, s'inquiète-t-il, parce qu'il n'a pas développé ce qu'on appelle les compétences relationnelles, il n'a même jamais eu l'occasion d'observer et d'apprendre, de masquer et ou d'imiter. Mais franchement, savons-nous quoi dire quand on voit nos proches se noyer hors de notre portée ? Dans certains cas, la réponse est un non catégorique. Victor est d'une normalité exemplaire, surtout pour quelqu'un qui vit à Fromville depuis 40 ans. Il est parfait tel qu'il est, si seulement son propre père pouvait le comprendre au-delà de ses rêves et espoirs brisés. Avant qu'il ait pu se confier, le garçon en blanc apparaît et avertit Victor au sujet de l'arbre. Alors que l'épisode approche de son dénouement, cet avertissement et la tentative de Victor d'empêcher l'abattage de l'arbre transforment soudainement cet épisode. Simple épisode de From en un moment crucial. Oubliez les monstres, les arbres magiques et les ossements anciens, Victor qui supplie et crie à Boyd et aux autres de l'écouter, puis qui est trahi de la pire des manières, crée un drame personnel intense et poignant. Que Boyd puisse stopper Victor, alors qu'il s'effondre à genoux en hurlant de la sorte, montre à quel point l'enjeu est important, à quel point les risques encourus suite à cet avertissement ignoré sont élevés, et jusqu'où les gens désespérés sont prêts à aller pour obtenir ce qu'ils veulent. Quand Victor insiste sur le fait que son ami lui a dit de ne pas abattre l'arme, quand son stress et son agitation montent en flèche, quand il hausse le ton et que ses méthodes de communication, déjà rudimentaires, échouent, McCord est au sommet de son art. Il a toujours fait preuve d'un dévouement remarquable envers Victor, mais ses cris, ses gémissements, ses supplications désespérées pour que quelqu'un, n'importe qui, l'écoute et comprenne qu'il essaie de l'aider sont tout simplement insoutenables.
Je ne sais pas quoi penser de l'épisode, si ce n'est que justice doit être rendue à Victor. C'est un enchaînement terrible de coups durs. Je ne crois pas non plus qu'il puisse y avoir une fin tragique pour lui, car il est l'incarnation même de la tragédie du traumatisme. Je suis sûr de l'avoir déjà dit, d'une manière ou d'une autre, mais en voyant comment même ceux qui le connaissent le traitent, ça m'a de nouveau profondément marqué. L'homme en jaune nous avait prévenu que les gens allaient s'entre-déchirer. Rien ne le confirme mieux que de voir tout le monde rester là, bouche bée, pendant que Victor est emmené. Cet épisode introduit un rebondissement qui, pour moi, a été un véritable choc. Clara était présente depuis le début, mais elle semblait se fondre dans la masse. Toutefois, avec le recul, le fait qu'elle se soit si bien intégrée, tout en étant un personnage que d'autres, plus importants, appellent par son prénom, n'était-ce pas un indice, voire un signal d'alarme, depuis le tout début. Quoi qu'il en soit, cela donne assurément envie de revoir la série entre deux saisons, car cette information change tout ce que nous savons sur Clara depuis la saison 1. Quoi qu'il en soit, une fois que Sophia révèle sa véritable nature à Clara, l'atmosphère devient délicieusement sombre. Julia Doyle est, comme toujours, fantastique tout au long de cet avant-dernier épisode. Il y a cette façon trop innocente, faussement gentille, dont Sophia demande à Clara si elle sait qui elle est vraiment, avant de glisser vers un « peut-être si tu regardes de plus près », plus conspirateur et sinistre. Et bien que le côté amusant de Sophia et la dynamique que Doyle apporte au personnage ne fassent que s'améliorer par la suite, tout bascule terriblement, de façon inquiétante pour Clara. Quand les deux retournent ensemble à la maison, le rythme interminable et lent de la scène accentue le suspense et la peur intense de Clara. Ce couteau dans le dos de Sophia, juste avant le « entre », beaucoup trop enjoué, et la musique sombre et dissonante laisse présager que Clara va se faire poignarder. Ce qui, en fait, est le cas, mais pas à mort. L'homme en jaune pourrait la tuer à tout moment et par des moyens bien plus sinistres. On l'a bien vu cette saison, notamment avec ce pauvre pasteur. Mais le grand méchant veut qu'elle ressente cette peur, sur risque de conséquences si elle désobéit. Elle le ressent, c'est certain. À chaque déglutition nerveuse, à chaque tentative de se faire toute petite et de disparaître dans le mur derrière elle, et à chaque fois que l'on aperçoit ses yeux s'écarquiller ou briller de larmes retenues, Caterina Bakolias incarne à la perfection l'horreur figée de Clara. Elle est complètement dépassée par les événements, et elle le sait, et peu importe la distance qu'elle essaie de mettre entre elle et l'entité qui la possède désormais, Clara sait qu'elle n'a que deux options. Faire ce que Sophia lui dit, ou périr, lentement et douloureusement, ce qui signifie qu'elle n'a plus aucune option. Même la démarche terriblement raide de Bakolias, surtout lorsqu'elle finit par s'asseoir près de Sophia qui tente d'adopter un ton si séduisant avec son invitation, contribue à souligner le caractère désespéré et terrifiant de la situation. On perçoit aussi une légère résistance, mais elle sait que c'est inutile, alors elle fait ce que Sophia veut. Après avoir halté de terreur lors d'un rituel sanglant dont Sophia, au contraire, tire un plaisir certain, Clara doit apporter ce thermos à Fatima, avec du sang mélangé dedans, qui plus est. La scène est tirée d'une autre scène magistrale de Bakolias où Clara jette des regards nerveux autour d'elle, ce qui la rendrait incroyablement suspecte aux yeux de quiconque la verrait. Mais bon, personne ne fait attention aux personnes discrètes, et elle s'empresse de verser le sang dans la boisson. Lorsque Fatima repose d'abord le thermos sans y goûter, sa déception n'est surpassée que par sa réaction lorsque Fatima en prend une gorgée, car voilà, le mal que l'homme en jaune voulait qu'elle commette est maintenant accompli sur une personne comme Fatima qui a toujours été perçue comme gentille et attentionnée par presque tout le monde. Ce sentiment d'angoisse et de regret, ce « qu'ai-je fait ?» est presque immédiat, puis s'intensifie lorsque Clara, horrifiée, se couvre la bouche en partant. C'est le prix à payer pour avoir pactisé avec le diable afin de sauver sa peau. Clara l'apprend à ses dépens dans cet épisode, et pourtant, elle n'en tire aucune leçon. Mais malgré sa peur, elle retrouve Sophia et lui annonce que seuls Jade et Tabitha iront récupérer les ossements. Et peut-on vraiment faire confiance à l'homme en jaune pour les laisser rentrer, quel que soit le marché conclu ? J'en doute fort. Alors, quoi qu'elle ait fait à Fatima, cela n'en valait probablement pas la peine. Mais d'un autre côté, vu que la série nous a surpris en confiant ce personnage si facilement négligé un rôle aussi important si près de la fin, qui sait ? Lorsque Jade et Tabitha pénètrent dans les tunnels, dans les dernières secondes de l'épisode, la combinaison du tempo changeant de la musique, de la précipitation des habitants se préparer à abattre l'arbre et de l'horreur rampante des monstres qui s'approchent de la bâche fragile les séparant de la chambre crée un sentiment d'angoisse profond. Ce n'est pas tant un « ça y est, tout le monde rentre chez soi après avoir réussi » qu'un putain est maintenant. Et c'est d'autant plus vrai après tous les points d'interrogation, les avertissements qui ont précédé ce moment crucial. Alors que de nombreuses personnes attendent avec impatience le signal de Jade et Tabitha pour qu'elles puissent tirer sur l'arbre et les mettre en sécurité avec les ossements, Elgin trouve cette vieille photo Polaroid de Sophia en ville. Le pauvre ne se dit pas que, dans un endroit comme celui-ci, des vieilles photos de personnes soi-disant nouvelles en ville présagent des ennuis pour quiconque découvre leur passé secret. Voici donc un autre élément à prendre en compte, alors que Sophia semble plus que contrariée
contrarié d'apprendre que seul Jade et Tabitha se trouvent dans le tunnel, et non toute l'équipe, elle pourrait bien être démasquée. Bien que l'épisode 9 laisse cette possibilité ouverte, cela ne présage rien de bon pour Elgin. En résumé, l'homme en jaune n'a pas fini de manipuler ses gens. Mais en même temps, il n'a pas renoncé à tenter de gagner ce qui pourrait bien être un combat perdu d'avance. Et avec autant d'enjeux et tant de questions sans réponse, l'attente du final de la saison va paraître interminable. Grâce à tout cela et à l'excellente performance comme toujours, des acteurs, l'épisode 9 est l'avant-dernier épisode idéal pour une saison qui a révélé tant de vérités inédites, tout en rendant toute solution viable plus inaccessible que jamais. Après tout, que savons-nous vraiment de la suite? Tout et finalement rien. Nous avons appris que c'est censé être la partie préférée de l'homme en jaune et nous connaissons son pouvoir de se transformer en Sophia et en autre personne décédée à Fromville, comme nous le découvrons à la fin de cet épisode. On comprend aussi pleinement son rôle dans la mort de Miranda. De plus, à cause de la façon dont Henry a géré cette information, nous avons constaté qu'une simple goutte de sang peut suffire à créer des hallucinations d'une réalité alternative bien plus confortable. La saison 4 nous a également présenté de nouveaux monstres et nous a montré comment un totem peut les arrêter, mais pas les créatures qui nous terrifient depuis toujours. Et nous savons que ce sont des gens ordinaires et non des monstres qui sont toujours responsables des nombreuses morts de Jade. Plus important encore, nous savons que les ossements sont la clé pour faire sortir tout le monde d'ici, mais nous ignorons encore comment cela fonctionne exactement. Et puis, c'est quoi ce lac des larmes? Et pourquoi Ethan doit-il le trouver? Pourquoi il semble que Ethan est le seul à avoir raison sur toute la ligne? Cet épisode semble nous avertir que tout ne sera pas encore révélé. Avec une 5e saison à venir, c'est une bonne nouvelle. Mais alors que cet avant-dernier épisode nous entraîne dans ces tunnels avec les deux personnages que les enfants sont persuadés d'être celles qui nous y conduiront, tout porte à croire que la série nous réserve un épisode final explosif. Lorsque Tabitha raconte à Boyd sa rencontre avec l'homme en jaune, il décide de s'investir pleinement dans le plan de Jade pour récupérer les ossements des enfants. Dans l'épisode précédent, Jade avait expliqué que son plan consistait à envoyer un groupe d'habitants dans les tunnels souterrains pour déterrer les ossements, tandis qu'un autre groupe resterait à la surface. Comme il n'y a qu'une seule entrée au tunnel, le groupe resté à la surface arracherait l'arbre aux bouteilles et en extrairait le premier groupe pour qu'il puisse échapper. Cependant, d'après les propos vagues de Sophia à Clara concernant un rituel et la nécessité de suivre un protocole précis, il semblerait que ce plan initial soit incomplet. Heureusement, Tabitha a peut-être trouvé un élément clé. Elle-même et Jade. Après avoir une vision où tous les enfants morts la désignaient du doigt, elle explique à Boyd que seuls elle et Jade doivent pénétrer dans les tunnels pour récupérer les ossements. Elle lui montre un talisman et lui fait remarquer que les deux figures y sont dessinées. Ces deux silhouettes sont Tabitha et Jade, les deux âmes qui reviennent sans cesse en ce lieu pour libérer les enfants. Est-ce vraiment ce dont les habitants ont besoin pour achever le rituel? Il semblerait bien. Tabitha explique qu'elle et Jade doivent pénétrer seuls dans les tunnels car la manière dont ils exécuteront leur plan est cruciale. Cela ressemble beaucoup à ce que Sophia a confié à Clara concernant la nature rituelle de cet endroit. Et lorsque Sophia apprend le changement de plan à la fin de l'épisode, c'est la première fois qu'on la voit paniquer. Tabitha, Jade et le reste de la bande sont sur la bonne voie, mais parviendront-ils à leur fin? Comme toujours, cette série excelle à semer la confusion chez les personnages et ses fans. C'est alors que le garçon en blanc apparaît et révèle à Victor que Boyd et les habitants de la ville projettent d'abattre l'arbre bouteille. Cet arbre est important, explique le garçon en blanc, et Victor doit tout faire pour les en empêcher. On voit Victor tenter d'avertir Boyd et les autres, mais en vain. Face à son refus de se calmer, Boyd est contraint de l'arrêter et de le garder au poste jusqu'à ce que l'arbre soit abattu le lendemain. On reçoit donc deux messages contradictoires. D'une part, abattre l'arbre est une mauvaise idée. D'autre part, l'abattage est probablement acceptable si le rituel est accompli correctement. Tabitha révèle à Boyd son nouveau plan pour achever le rituel après l'arrestation de Victor, mais on ignore encore si arracher l'arbre garantira leur sécurité ou causera leur perte. Il faudra attendre le final pour savoir. Il va falloir être précis pour sortir de cet endroit, et à mon avis, ça va être plus compliqué qu'autre chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une théorie? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.